Voilà, donc moi je suis médecin généraliste depuis 47 ans et donc j'ai assisté au triste spectacle de la dégradation des conditions d'alimentation des populations avec toutes les pathologies induites. Et donc je me suis attaché à essayer de retirer de la nutrition méditerranéenne, dont les principales ressources sont ici sous nos pieds, dans le pays d'Arles. Et donc je me suis attaché à essayer de retrouver les grands pivots que nous apporte la nutrition méditerranéenne pour essayer de recalibrer l'alimentation des populations et de mes patients en particulier. Moi je suis surtout branché sur les plantes sauvages, voilà, plus que sur les plantes cultivées. Et quand on étudie les propriétés nutritives des plantes sauvages, on s'aperçoit que les propriétés des plantes sont fonction du lieu où elles sont poussées. Et souvent, elles réparent les manques des lieux où elles ont poussé. Alors, c'est pour ça que moi je trouve très intéressant, c'est d'étudier les plantes comestibles, parce que une plante sauvage pour la manger, il faut bien qu'elle soit comestible. Si elle n'est pas comestible, on va pas être bien. Justement, sur une zone où il peut y avoir une carence en calcium, ou une carence en phosphore, ou une carence en potasse, on s'aperçoit que les plantes sauvages qui vont germer là-dessus, qui vont pousser, sont des plantes qui, elles, vont se retrouver riches en l'élément qui est carencé. Soit sur les carences en calcium, on trouve des plantes riches en calcium. Sur les carences en phosphore, on trouve des plantes riches en phosphore. Sur les carences en potasse, ou les blocages de potasse, on trouve des plantes riches en potasse. Alors, je trouve très intéressant, c'est dans une zone où on cultive des légumes pour les manger, c'est de rajouter dans nos légumes comme aromates ou comme complément dans nos légumes les plantes sauvages comestibles qu'on pousse au milieu, quoi. Au lieu de les arracher bêtement pour les mettre au compost ou pour les détruire, quand on les arrache, et au lieu de les jeter, on les cuisine et on les mange. Ouais, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça appelle au moins deux réflexions. D'une part, il y a une méconnaissance totale du caractère comestible des plantes sauvages par les populations, par les professionnels de santé, par les gens du circuit agricole et n'en parlons pas agroalimentaire bien sûr. D'une part, et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement elle compense, selon ce que vous dites, elle compense les carences du sol en enrichissant, ce qui permet de venir de l'autre côté compenser ce qui va être déficitaire dans l'alimentation de tous les jours. Alors, en fait, nous, dans les végétaux qui sont intéressants dans la nutrition méditerranéenne, bien sûr, il y a il y a la fameuse pyramide de la nutrition méditerranéenne, mais pour ce qui concerne les plantes elles-mêmes, en bas de la pyramide, on recommande de consommer de manière quotidienne, mais c'est les fameux 5 fruits ou légumes par jour du plan de nutrition santé. Et donc ces végétaux, ils amènent en plus des fibres et qui viennent nourrir la flore, ce qu'on appelle la flore intestinale, qui maintenant est le microbiote. En fait, c'est un disque dur accessoire qui gère nos grandes fonctions, et on a le microbiote a plus de gènes que nombre de gènes de nos propres cellules de l'ensemble de notre organisme, et donc il est capital de le protéger. Et le protéger, c'est améliorer la qualité du milieu extérieur qui nous traverse, c'est de traverser du tube digestif. Il ne faut pas oublier que le tube digestif, il y a une entrée et une sortie, et que c'est une traversée du milieu extérieur qui, au passage, va nous larguer des nutriments, tout un ensemble d'éléments, et faire des échanges entre le milieu extérieur et notre propre organisme. Donc la qualité des végétaux que l'on consomme, et en particulier la teneur en fibres, est capitale pour cette survie du microbiote. Alors pour être un peu plus complet sur les grandes fonctions, qu'est-ce que ça fait le microbiote? Ça gère le poids.
ça gère le métabolisme, ça gère une partie du psychisme. Pour ce qui est du poids, il y a un exemple qui est remarquable. On a pris des souris, une souris maigre, on lui a instillé des selles d'une souris obèse, et alimentation égale, activité physique égale, et elle est devenue obèse. On a fait l'inverse, cette souris obèse, on lui a fait ingérer des selles d'une souris maigre, alimentation égale et activité physique égale, elle est devenue maigre. Et donc des espaces comme ça, on a des multitudes, et on en arrive même, tout ça pour insister sur la nécessité de protéger le microbiote, on en arrive même maintenant à faire des greffes de sel, c'est-à-dire chez des personnes qui ont en particulier des maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite, hémorragique gravissime. Lorsque toutes les thérapeutiques conventionnelles ont échoué, on fait des greffes de sel. On met un tube et on fait ingérer au patient des selles de quelqu'un qui va bien mais qui a été choisi, etc. C'est assez compliqué. Voilà. Et on a des gens qui sont guéris simplement parce que c'est quelque chose qui est un équilibre naturel. Finalement, on va prendre des selles qui sont considérées comme un déchet repoussant par la plupart des individus. En fait, c'est un trésor biologique qui contient une multitude d'éléments qui nous protègent, et la qualité des selles donc qui sont issues du microbiote, cette qualité elle est liée à ce qu'on ingère, et en particulier de la qualité des végétaux. Et donc si ces végétaux, comme vous le dites, non seulement ils contiennent des fibres qui sont nécessaires, mais qu'il y a un équilibre optimal sur le plan de la composition organique et minérale, c'est quand même fabuleux. Et donc, d'où l'intérêt de promouvoir vos connaissances auprès du grand public. Pour moi, c'est super intéressant tout ça, parce que il se passe la même chose dans les sols en agriculture, quoi. Quand on a un sol obèse, eh ben, il va pousser des légumes ou du blé obèse, et qui va après rendre les gens qui le mangent obèses. Mais c'est intéressant, c'est qu'au milieu de ces plantes, de ce blé obèse, ou de ces choux obèses, ou de ces carottes obèses, il va pousser des plantes sauvages qui, elles, sont le contraire, et qui vont rééquilibrer, redonner d'autres informations, et d'autres substances, d'autres minéraux, d'autres vitamines, qui vont rééquilibrer tout ça. Et donc, ils sont là pour rééquilibrer le sol, ils sont pas là pour rééquilibrer le consommateur, elles ne savent pas les plantes qu'il y a un consommateur derrière. Donc, elles sont là pour rééquilibrer le sol, c'est la biologie du sol qui les fait sortir, c'est l'évolution qui les a mis en place comme ça. Mais pour nous, c'est très important de le regarder, de l'étudier, pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Un exemple flagrant, c'est que les sols, ils sont pas en anaérobiose normalement, donc il y a une couche aérobie dans les 10 cm de surface, et c'est en anaérobiose normale dessous, et voire même dans la roche-mère, il y a des bactéries déconstructrices qui sont d'ailleurs très très proches des bactéries dans le gros intestin. Ils sont là pour déconstruire la matière. Et quand ces sols basculent de aérobiose en anaérobiose à cause des pratiques agricoles ou une grande sécheresse comme on a eu l'année dernière et qu'on risque d'avoir d'ailleurs cette année encore, ou par un événement climatique quelconque, eh bien la première plante qui apparaît quand le sol passe en anaérobiose, c'est le chardon. Alors tous les chardons, il y a plusieurs espèces de chardons, mais ces chardons ont en commun de venir justement corriger ces problèmes d'anaérobiose. Quand l'anaérobiose, c'est que l'eau et l'air et l'oxygène de l'air ne peuvent plus aller jusqu'à la roche-mère. Il y a une couche imperméable qui les empêche de traverser. Les racines ne peuvent plus aller jusqu'à la roche-mère. Il y a cette fameuse couche imperméable, donc qui est formée de matière qui est allélopathique pour les plantes, qui empêche les plantes de pousser ou qui les nanifie, qui est l'aluminium. Et les seules plantes capables d'aller chercher, de pouvoir percer cette couche, c'est le chardon. Ce sont les chardons, les divers chardons, dont l'artichaut fait partie d'ailleurs. Donc,
Ces plantes vont percer cette couche, aller chercher le phosphore qui est dessous, bloqué, et le remettre en surface sous forme assimilable. Et en perçant cette couche, elles vont même rétablir la circulation de l'eau et de l'air. Parce qu'elles vont faire des trous dans cette couche imperméable, et elles vont permettre à l'eau et à l'air de rentrer, et elles vont petit à petit rétablir le sol qui peut fonctionner de manière aérobie. Donc on voit que c'est important. Et dans l'alimentation, ces plantes, elles sont très intéressantes, parce qu'elles nous apportent une source et de phosphore et d'oméga 3 d'ailleurs, parce que les charbons contiennent beaucoup d'oméga 3, une source de phosphore et d'oméga 3, qu'on va plus retrouver dans le blé ou dans les légumes ou dans le fromage qui pousse là-dessus, puisque le sol est plus capable de les fournir. J'ai un ami qui s'appelle Thomas Picot, qui est un chercheur issu de l'université de Liège, qui s'était beaucoup intéressé au sujet, et on retrouve de nouveau les plantes qui poussent sur les sols et qui enrichissent en oméga 3. Ils avaient cherché à trouver quelque chose, un aliment qui soit universel sur toute la surface de la planète pour essayer de rétablir l'équilibre oméga 6, oméga 3. Ils ont pensé à l'œuf, parce que des poules, il peut y en avoir partout sur toute la planète. Et donc ils avaient conçu une alimentation des poules. Ils avaient breveté la formule, mais enfin il y avait du pourprier et du lait en particulier, voilà, qui enrichait. Et donc ça s'appelait l'œuf Columbus, et c'était la société Bellovo qui le commercialisait en France et en Belgique. Et puis en France, bon, ils ont confié la distribution à Matine, qui est un voyou de la grande distribution, et qui a fait plier totalement la vente de ces œufs Bellovo. Et c'est très très intéressant, parce que non seulement on avait la qualité des membranes cellulaires, mais en plus il y avait tous les autres bienfaits, en particulier que la composante oméga 6, oméga 3 rééquilibre nos taux de cholestérol entre ce qu'on appelle le bon et le mauvais. Enfin, il n'y a pas un bon et un mauvais, mais enfin l'équilibre entre le cholestérol qui est produit dans le foie, qui va vers les cellules, et celui qu'on appelle le mauvais, qui est le LDL, et le transporteur qui le ramène au foie, qui est le HDL, qu'on appelle le bon, parce qu'il amène le rabio de cholestérol au foie, dont cet équilibre était obtenu avec, en particulier, avec une bonne proportion entre les oméga 6 et les oméga 3, ce qui fait que un bon équilibre entre les deux permettait à la fois de protéger nos membranes cellulaires, donc nous protéger de toute maladie confondue, puisque toute l'enzymologie de la vie se produit dans la membrane, et que par ailleurs les grands fléaux que sont les maladies cardiovasculaires, mais on était protégé par cette normalisation des taux de cholestérol en consommant c'est pour ça que maintenant, comme il n'y a plus ces œufs Bellovo, moi je conseille aux gens d'acheter des œufs de poules qui mangent de l'herbe, mais si possible du pourprier, et si possible du lait si la fermière donne du lait à manger aux poules. Jusqu'à présent, on a axé le problème de la disparition des espèces, l'impact de l'homme sur la disparition des espèces, par la destruction des plantes par l'homme. En fait, de détruire une plante, ça n'empêche pas de proliférer et d'avoir des bonnes populations. Ce qui fait disparaître une plante, c'est la disparition de son milieu de vie. Donc, si c'est une plante qui justement pousse dans un milieu équilibré, eh ben, si on déséquilibre le milieu, elle va disparaître. Si c'est une plante qui pousse dans un milieu humide aquatique, si on assèche ce milieu humide aquatique, la plante disparaît. C'est l'action de l'homme sur le biotope qui fait disparaître les espèces, pas la cueillette. Et en fait, aucune plante n'est vraiment disparue. Jamais. Parce que les graines de plantes, donc depuis 150 millions d'années, depuis le ginkgo biloba, ont ce qu'on appelle une dormance. C'est-à-dire qu'elles peuvent se maintenir dans le sol en vie pendant des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers d'années même. On a trouvé donc un silène, des graines de silène qui avaient 32 000 ans dans le permafrost, en extrayant les mammouths congelés. On les a mis à germer en laboratoire, elles ont germé. Donc on a un stock de graines dans le sol. Ce qui fait qu'elles peuvent pousser ou pas pousser, c'est ce qu'on a fait sur le sol, si on a modifié le biotope ou pas modifié le biotope. Donc si une espèce qui peut devenir un jour
qu'on va s'apercevoir indispensables à la santé humaine ou à l'alimentation animale pour avoir des produits animaux de bonne qualité pour manger, eh bien, il suffit de reconstituer le biotope, de remettre le biotope en fonction. Si c'était une zone humide, ben, on arrête les drainages, on arrête le pompage de l'eau et on va renouveau avoir ces plantes des milieux humides. Et on aura nos plantes qu'on a besoin pour soigner nos problèmes. Donc, c'est jamais tout perdu. La situation est grave, mais pas désespérer. Donc c'est un message d'espoir, ça. Hein. C'est un message d'espoir, et donc c'est important de prendre les uns et les autres nos bâtons de pèlerin et d'aller catéchiser les pivots communicants, hein, qui peuvent essayer d'être influents sur les corrections des comportements. Ouais. Alors il y a un aspect que j'ai oublié dans la nutrition méditerranéenne. Bon, il y a pas, enfin même deux. Il y a le fait que on a les sucres lents, hein, les légumineuses, on peut vivre, je dirais que si on devait être sur une île déserte et si on avait des pois chiches et de l'eau, on peut survivre, il n'y a pas éternellement, enfin longtemps, il y a de tout, il y a des protéines, des sels minéraux, des fibres, etc. Donc là, il y a un point crucial dans nos sociétés, c'est la consommation des sucres rapides, c'est-à-dire de ce qui a un goût sucré, hein, ce qui va générer diabète, obésité. Et la nutrition méditerranéenne avec les sucres lents et en particulier les légumineuses et les fibres qui retardent l'absorption d'un tube digestif des sucres rapides et qui en font des sucres lents. Hein. Si on démarre un repas avec de la salade, les fibres de la salade vont emprisonner en quelque sorte les molécules de sucre rapide qu'on peut consommer après dans quelque chose qui a un goût vaguement sucré. Et ça en fait un sucre lent pour distribuer dans le sang de manière très progressive et en faible intensité pour distribuer le sucre dans le sang. Et donc ça recoupe les phénomènes d'obésité, de surpoids qu'on a actuellement, ce défaut d'utilisation des légumineuses en particulier. Donc ça c'est cet aspect dans la nutrition méditerranéenne de privilégier les sucres lents par rapport aux sucres rapides, donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et par ailleurs, j'ai oublié de dire également qu'il y avait quelque chose qui est essentiel dans les végétaux, c'est les apports d'antioxydants. Hein, les végétaux les plus colorés, hein, les plus rouges ou vert foncé ou violets, etc. C'est bourré d'antioxydants. Dans l'émission d'avant-hier, là, on voyait d'ailleurs il parlait du lycopène qui est l'antioxydant de la tomate, c'est ce qui donne la couleur rouge à la tomate. Hein, et sont des antioxydants qu'on utilise d'ailleurs dans la prévention de certains cancers, comme le cancer de la prostate. Donc les antioxydants, en fait, ils protègent l'agression par les radicaux libres. Quand l'oxygène est nécessaire à la vie, on respire de l'oxygène, mais cet oxygène, parfois, il se pervertit, il y a des électrons qui s'y rajoutent, ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est qu'il va rouiller nos structures nobles, hein, biologiques nobles. Et donc, les antioxydants, les polyphénols des végétaux en particulier, du vin également, hein, merci le vin, si on essaie de lui tordre le cou, et ces antioxydants viennent protéger les attaques des radicaux libres sur, en particulier, nos chaînes d'ADN. Hein, ça vient, les radicaux libres viennent déranger les bases puriques et pyrimidiques qui constituent les quatre éléments qui codent nos gènes, et donc c'est de la protection cancer. Et il se trouve que on est envahi de cancer. On est actuellement là, j'ai monté une communauté professionnelle territoriale de santé sur le Pays d'Arles, d'Avignon au Saint-Henri de la Mer. On est en train de faire une géolocalisation des cancers. On remplit, nous les médecins, on remplit des fiches avec les lieux d'habitation, les durées, les types de cancer. Et on a une quantité de cancer qui est effroyable, et donc là on revient de nouveau sur votre territoire, parce que c'est sûr que si on consomme des végétaux qui contiennent des antioxydants, mais on va se prévenir quand on exerce. Je dis pas que si on mange que des antioxydants, enfin que des végétaux, on va ne plus avoir de cancer, mais enfin on va diminuer l'incidence en tout cas. Et par ailleurs, il y a l'agression environnementale à la fois sur les humains et sur les végétaux eux-mêmes. Et les végétaux qui se ramassent la pollution environnementale
et qu'on va consommer derrière. On a des agriculteurs qui font du bio au sud d'une usine bien connue du territoire, et ces aliments bio, mais il faut les passer en piscine avant de les manger, parce que, enfin, si tant est que, bon, pour la contamination ultime, parce qu'ils ont assimilé dans leur tissu, évidemment, ça y est, ça reste. Mais voilà, et là on rejoint un autre aspect qui rejoint à la fois la santé de l'homme et la santé du sol et des végétaux qui y poussent, qui est la défense environnementale et la prévention et la dénonciation des risques environnementaux. On ne peut pas faire disparaître l'industrie, bien sûr, mais par contre on peut lui demander d'être réglo dans les règles qui lui sont imposées, en particulier dans des filtres, etc., des dépollutions qui sont autorisées. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Espial, là, sur le Fos-sur-Mer, et qui est allée jusqu'à Saint-Martin-de-Croix, où on a plus 300% de cancer par rapport au reste des régions de France à Fos-sur-Mer, et à Saint-Martin-de-Croix, on double par rapport à la région PACA. Et nous, ici, on double également, pour certains cancers, et d'autres, on fait plus que doubler. Voilà, et donc c'est de l'intérêt de bien faire cohabiter les gens qui s'intéressent à la couverture végétale et à ses avantages, ses propriétés, ses bienfaits, et à essayer d'écarter communément pour la couverture végétale et pour nous-mêmes, d'essayer d'écarter ou de limiter le risque environnemental. Ça rejoint même l'intérêt économique. Nous, donc, on a fait des études, entre autres, dans les grands fromages AOC, notamment dans le comté et le Beaufort. Vous savez, c'est des meules qui sont mis sous presse. On fait cailler le lait et le caillé est mis sous presse. Et puis, après, on les met à affiner. Il y a un grand problème, si jamais le lait est de mauvaise qualité, les meules, elles explosent, et la presse avec, et là, du point de vue économique, on a perdu 500 litres de lait, puisqu'une meule, il faut 500 litres de lait pour faire une meule, et on a perdu la presse. Au pire, la meule, elle passe quand même dans la presse, mais quand on l'avait en affinage, elle tient pas à l'affinage. Au bout d'un mois ou 2 mois, elle se fend, elle pourrit, voilà. Donc c'est de la perte économique, quoi. Et quand on analyse les meules, et qu'on analyse les prairies où les vaches sont pâturées pour faire ce fromage, on s'aperçoit que les prairies qui ont que des fleurs vertes, peu d'espèces, 8, 9, 10, 20 espèces de fleurs vertes, de plantes à fleurs vertes, les meules explosent. Dans les prairies à très haute biodiversité, à 50, 60, 100, et même l'arrêté préfectoral de mise en AOC de comté disait que ne pouvait prétendre à l'AOC comté que les prairies qui avaient au moins 120 espèces de plantes. Et ces prairies qui ont une grande biodiversité et de fleurs colorées, là, justement, des bleus, des rouges, des jaunes, des oranges, ainsi de suite, là, les meules sont parfaites, elles se tiennent bien, et on fait un comté qu'on appelle fleuri, justement. Et fleuri, aussi bien par sa qualité structurelle et économique, parce que la meule va pas exploser, on va pouvoir l'affiner sans qu'elle explose, et fleuri aussi parce que, à la dégustation, ça se retrouve, quoi. Donc, la proportion de fleurs colorées dans la prairie va donner la qualité du lait et va faire qu'on va pouvoir fabriquer du fromage ou pas. J'étais à un congrès sur l'environnement, enfin c'était sur les perturbateurs endocriniens à Marseille, là, il y a quelques mois, et on avait un spécialiste parisien des perturbateurs endocriniens qui nous expliquait que les agressions environnementales par les bisphosphonates, tout ce qui nous entoure, dans les plastiques, les machins, tout ça, devenait perturbateur à tel point que non seulement ça touchait notre métabolisme et la physiologie de nos cellules,
mais que ça inscrivait de manière transmissible dans les générations futures, ça transmettait de manière génétique des modifications de nos codes génétiques qui allaient se transmettre aux générations futures. Donc, si on est très exposé aux perturbateurs endocriniens, ça va toucher l'individu horizontal que nous sommes, mais ça va toucher également notre descendance aussi sainement qu'elle vive au demeurant. C'est sûr qu'il faut faire de la communication et il faut faire connaître, réorienter un peu et la production et la consommation, quoi. Parce que c'est pareil, le consommateur, ce que vous disiez un peu avant, quoi, même si il se remet à manger diététiquement les aliments qu'il faut, mais si ces aliments ont des problèmes, contiennent des perturbateurs endocriniens, ben ça sera pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'on réincite les gens à manger les bons aliments, mais les bons aliments qui ont été cultivés correctement et qui sont de qualité. Et n'importe comment aujourd'hui, le grand problème de l'agriculture, pour l'instant, parce que ça peut changer, mais pour l'instant, c'est la surproduction. Il y a trop de produits et les cours chutent. On vend moi j'ai connu la période, je suis originaire du Charolais et j'ai été producteur de Charolais au début de ma vie professionnelle, mais le pouvoir d'achat, de vente d'un bœuf, il a divisé par 100 depuis 1970. Les agriculteurs ne gagnent plus rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis la PAC en place pour leur donner des primes pour compenser s'ils ne gagnent pas. Ce qui est une absurdité totale, quoi. Donc, essayer de remettre en place des productions d'aliments de qualité et qui auront une valeur marchande comme ça, quoi. Et tout le monde y gagnera sa vie, l'agriculteur y gagnera sa vie. Nous, on va se régaler parce que moi j'aime bien manger, hein. Ça se voit, quoi. Et tout le monde y gagnera sa vie et le consommateur derrière sera en bonne santé. Donc il faut qu'on remette dans l'alimentation non seulement les aliments qu'il faut, mais ça c'est vous qui allez nous le dire parce que vous y connaissez mieux que moi, mais moi ma partie c'est de refaire cultiver correctement les agriculteurs pour qu'ils fassent des bons aliments. Il faut retourner à nos origines, hein. L'homme pendant des millions d'années il a été chasseur-cueilleur, il a mangé de l'herbe et un peu de gibier, hein. Il faisait 40 km par jour pour arriver à récupérer la nourriture qui lui était nécessaire. Et c'est depuis un siècle et demi qu'on a mal tourné, ou un siècle qu'on a mal tourné, et qu'avec l'avènement de l'agroalimentaire, on est devenus les pléthoriques que nous sommes, hein. Et donc on n'est pas très loin de l'équilibre que l'homme a connu pendant des millions d'années. Qu'est-ce qu'on a? On a un siècle de pollution, c'est tout, hein. Donc c'est peut-être rattrapable, mais il y a de telles puissances de défense et des lobbies, des intérêts des multinationales, etc., que c'est difficile, et je crois qu'il faut reprendre le pouvoir à la base. Il faut que la base se réorganise, parce que par le haut on n'y arrivera jamais, étant donné que le haut il est ficelé par la mondialisation et par les puissances de la finance internationale qui se servent de nos États comme des marionnettes pour lesquelles on vote mais sans efficacité en fait, hein. Et je crois que, enfin ça c'est mon credo, je crois que il faut reprendre le pouvoir à la base en s'organisant. Là actuellement les structures qu'on monte, c'est issu de la loi santé. Cette loi santé qui est sortie, elle est faite pour mettre les médecins sous cloche, et voilà. Et donc ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de prêcher à mes confrères, de retourner la loi à leur avantage, de prendre le pouvoir en utilisant la loi avant que ce soit les tutelles qui nous l'imposent, de la prendre à notre avantage en fonction de nos diagnostics de territoire, de nos besoins, etc. Mais je vois c'est pareil au niveau de la gestion des ressources, parce qu'il faut pas rigoler quand même, hein. Il y a peut-être le CAC 40 et tout ce qui gravite autour,
Mais ce qu'on mange, c'est pas du CAC 40, ce qu'on mange, c'est ce que la terre produit. Voilà. Donc, il faut pas oublier que les paysans, les ramasseurs, les cueilleurs, les cultivateurs, c'est ce qui fait vivre les hommes sur la planète. Voilà. Donc, ça, il faut le regarder comme un credo qu'il faut réciter tous les jours. Et autour de ça, s'organiser, ça passe par la communication, par des échanges comme aujourd'hui, et je suis ravi de participer à ces échanges avec des gens de qualité que vous êtes, mais donner suite à ça. Donner suite, et donc moi ce que je vous propose, c'est d'essayer de communiquer au maximum là-dessus, de se revoir bien sûr, de faire en sorte que les gens apprennent à manger bon pour la santé, bon pour le plaisir, et bon pour le portefeuille. Voilà. Voilà, si on arrive à diffuser ce message, mais par contre qu'on donne les outils. Et les outils, bon, comme les gens sont sur les écrans, on les donnera sur Internet, sur un site, qui sera incitatif pour aller le voir. Et donc, on veut que le message, ce soit manger bon pour la santé, bon pour votre plaisir, au plan gastronomique, et bon pour votre portefeuille, au plan de la survie économique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'argent. Voilà. Et de même, il faudra faire la même chose sur l'autre bout de la chaîne, c'est ce qu'on a fait ces jours, quoi. Mais ce qu'on a fait ces jours, que ça soit aussi sur Internet, c'est inciter les agriculteurs ou leur donner des outils aux agriculteurs pour produire des produits de bonne qualité, quoi. Ah ouais, ce que tu fais depuis 35 ans. Ouais, mais alors il faut associer le monde agricole, mais les gens intelligents du monde agricole, parce qu'ici on a des assassins, Oui, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent, oui, bien sûr. Il y en a de Saint-Rémy, il utilise du poison et avant de ramasser les salades, et la police vient le verbaliser. Il leur dit, vous pouvez venir tous les jours, de payer l'amende que vous me donnez, c'est peanuts par rapport à ce que me rapporte le poison sur mes salades. Vous avez aussi dans les fruits un retardateur, accélérateur de croissance, selon le cours, etc. Donc c'est lamentable. Maintenant, il commence ici, surtout dans le coin, on a un noyau d'agriculteurs qui sont valables. Qui sont valables. Nous, à Fontvieille, on est gâtés, on en a beaucoup. Mais il faut associer les agriculteurs, les scientifiques et les botanistes, les professionnels de santé, les associations du médico-social, parce que de la malbouffe, c'est aussi du médico-social. Si on a plus d'argent, on va manger des pâtes uniquement. Voilà. Et donc, il faut associer tout ce monde-là, et la structure que j'ai montée me permet d'associer tout ce monde-là. Et donc, je vous en offre les services, sachant qu'on est soutenu et payé par l'ARS pour faire ça, et par la Caisse primaire d'assurance maladie aussi. Et tout ça, c'est la prévention de santé, donc on va pas nous reprocher de faire ça dans la mesure où c'est de la prévention de santé, d'autant qu'on a l'agence de sécurité sanitaire qui travaille avec nous sur le territoire de Tarascon, Fontvieille et Arles, justement pour essayer de traquer les risques environnementaux par la pollution industrielle. Voilà, donc c'est un vœu qui m'est très cher, de mettre tout ce monde ensemble et d'œuvrer pour en quelque sorte de mettre sur les fonds baptismaux tous ces grands principes sur des assises de l'environnement, mais suivi d'une communication permanente, de conseils, d'une prise en charge éducative des populations. Une question, je voudrais revenir sur le thème du départ, l'alimentation. Et le parallèle que vous avez fait entre, alors c'est un grand écart, mais le microbiome du sol et le microbiome intestinal. Et je pense que c'est une question qu'on se pose probablement tous, mais vous conseillez quoi? Alors je demande deux, en termes de cuisson, etc. Les aliments et les plantes en particulier sauvages, il faut qu'on les mange crus ou cuites. De quelle façon ça va conditionner ou changer le microbiome intestinal? Alors, pour ma réponse à moi, peu importe l'essentiel, c'est que la cuisson ne détruise pas la nature de la plante. C'est sûr que si c'est nature, si c'est cru et en salade, c'est mieux. Si c'est sommairement cuit à la vapeur, pour nous c'est mieux. Mais
ça enlève pas les grandes qualités de la plante. On rappelle certaines vitamines qui ont été détruites, peut-être mais pour maintenir le microbiote en bon état, ce sont les fibres qu'il faut. Les fibres, les antioxydants, voilà. Ça c'est nécessaire. Et si on a une alimentation variée, si on a les fameux 5 fruits et légumes consommés par jour, même s'il y en a un qui est cuit, l'autre compensera s'il manque quelque chose, au demeurant. Voilà. Et donc, au vu de tout ça, j'ai décidé, dans le cadre de cette communauté professionnelle, de monter, peut-être pour le printemps prochain, mais c'est très très long à organiser, de monter des assises de l'environnement sur le Pays d'Arles. Et bien évidemment, vous savez, le Grand Pont Bienvenue, porteur des sources miraculeuses qui méritent d'être connues du grand public et des professionnels.